en deuxième position, juste derrière le dollar américain, en ce qui concerne le montant de transactions. C'est aussi ce même système qui unit 19 pays européens qui sont pourtant divisés parfois par la langue et même la culture. Vous l'avez donc deviné, aujourd'hui nous allons parler de l'euro. Donc brièvement, l'euro est une idée géniale de l'Union européenne en ce qui a vu le jour en 1999. Ce n'est pourtant qu'en 2002 que l'euro est finalement mis en circulation. Le reporter de cette semaine s'appelle M. Bilal Sabout et nous allons immédiatement le rejoindre à Paris afin de lui demander quelques questions. Donc, M. Bilal Sabout, l'euro à Paris, c'est un sujet chaud? Oui, c'est effectivement un sujet d'actualité puisque c'est encore la monnaie partagée par plusieurs pays européens, notamment par la France, l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne. Donc, brièvement, j'aimerais vous faire un court résumé historique de l'euro, puis vous parler des bienfaits, des avantages qu'elle a apportés à l'Europe, puis vous présenter mon projet qui est d'établir un système semblable à l'euro, mais pour d'autres continents dans le monde. Donc, M. Bilal Saboun, pour ceux à la maison qui ne connaissent pas bien l'euro, est-ce que vous pourriez brièvement nous faire un sommaire de l'histoire de l'euro? Oui, donc historiquement, l'euro est venu bout à bout, elle n'est pas venu du jour au lendemain. Je pourrais dire que la première idée de créer une monnaie unique partagée par plusieurs pays de l'Europe fut par la suite de la création de l'Union européenne en 1957. Cette union-là regroupait 19 pays de l'Europe, notamment la France, l'Allemagne, etc. Ces 19 pays-là ont signé en 1991 le traité de Maastricht. Ce traité-là stipulait que ces 19 pays-là allaient accepter la citoyenneté de ces pays voisins. Et ce traité-là stipulait également que l'Union européenne allait posséder une monnaie unique partagée par ces 19 pays-là également. L'euro, qui est l'euro. L'euro a été introduit dans l'Europe en trois étapes. La première étape a été la libération des capitaux en 1990 jusqu'en 1993. Puis par la suite, le renforcement politique des 19 pays de l'Union européenne de 1994 en 1998. Et oui, 18. La fabrication de la monnaie fut en 1999, mais la mise en circulation fut retardée jusqu'en 2002. Oui, donc comme mentionné plus tôt, l'euro est en deuxième après le dollar américain en ce qui concerne le montant de transaction. Donc certains pourraient penser que c'est une monnaie facile et qu'elle n'a pas beaucoup d'avantages. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Donc oui, effectivement, l'euro a énormément apporté à l'Europe avec de nombreux avantages, autant culturels, sociaux qu'économiques. Euh, je pourrais dire économiquement, comme exemple, les taux de change, ils ont été complètement effacés. Il n'y avait aucun taux de change entre ces 19 pays-là puisqu'ils partageaient la même monnaie, la même valeur. C'était la même valeur économique. Donc, ces taux de change-là occasionnaient à des frais supplémentaires auparavant. Par exemple, quand on voyageait de France à Allemagne, il nous fallait changer nos francs en monnaie allemande pour acheter des objets et tout. Ça coûtait donc plus cher puisqu'on devait débourser un frais supplémentaire. Euh, Ça a aussi permis d'avoir des prix plus stables pour les consommateurs puisque, par exemple, si on achetait des produits d'Espagne en Italie, vu qu'il n'y avait pas de taux de change, c'était pas mal le même prix. C'était stable. Vu que les monnaies bougeaient, les prix et les valeurs des monnaies différentes ne changent plus, les prix sont donc plus stables. Culturellement, avant l'euro, l'Europe n'avait pas vraiment d'identité culturelle. À part partager la même terre, le même continent, ils ne partageaient pas vraiment une identité culturelle, si on peut le dire. Donc, à l'arrivée de l'euro, ces 19 pays-là partageaient la même monnaie. L'euro, c'était donc en tant que culture européenne, ils partageaient donc une monnaie. Ça les a donc liés davantage culturellement et ainsi de suite. Puis socialement, je pourrais dire que ça a créé des emplois. Beaucoup d'emplois ont été créés puisque les taux de change, vu que les taux de change ont été éliminés, les frais supplémentaires ont été éliminés. Donc les entreprises ont reçu plus de commandes et livraisons. Donc ils ont donc créé plus d'emplois par la suite de,
l'arrivée de l'euro, à la suite de l'arrivée de l'euro. Donc l'euro a énormément apporté à l'Europe économiquement. L'Europe a eu un moment de prospérité, si on peut le dire, où est-ce que des emplois ont été créés, des frais supplémentaires ont été enlevés. Ça l'a vraiment, euh, Ça l'a vraiment stabilisé le continent. Ça l'a, Ça l'a plus limité à des frais moins, moins importants, genre plus importants, si on peut le dire. Très intéressant, M. Bilal Saboun. Donc, nous vous rappelons qu'on soit à la maison. M. Bilal Saboun aimerait soumettre un projet à l'école de la vie. C'est un système semblable pour les pays africains. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage à ce sujet, M. Saboun? Oui, effectivement, j'ai un projet en cours de réalisation. Ce projet-là consiste à une monnaie unique, semblable euh, à celui de l'euro, même inspiré à celui de l'euro, mais pour un continent plus pauvre, moins géré, qui est l'Afrique. Parce que comme nous le savons tous, c'est un pays extrêmement pauvre, mal géré, qui a beaucoup de guerres civiles. Et selon moi, l'euro, une monnaie unique, pardon, une monnaie unique apportera autant d'avantages, sinon plus, qu'elle a apporté aux Européens. Mon projet consiste à créer une banque centrale, une banque qui s'occuperait de toute l'administration de cette monnaie-là. Cette monnaie partagée par tous les pays de l'Afrique. Euh, Cette monnaie-là empêcherait d'avoir des taux de change, donc il n'y aurait plus de taux de change comme en Europe, euh, ce qui augmenterait l'efficacité des commerces, des entreprises qui feront des meilleures livraisons, des meilleures transactions entre ces pays-là, qui augmenterait aussi les emplois qui entraînerait par la suite une augmentation de l'économie, de prospérité de l'Afrique, ce qui diminuerait aussi les guerres civiles. Ça gérerait mieux, l'Afrique serait mieux gérée. Euh, Selon moi, c'est un projet qui devrait être soutenu et réalisé, puisque indirectement ou directement, nous touchons tout à ce continent. Et c'est un projet qui aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce continent-là, autant qu'elle a apporté à l'Europe. Donc, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi l'euro serait seulement en Europe, mais une monnaie unique ce ne serait pas en Afrique? Je dis qu'il faut se servir des exemples pour, euh, pour créer mieux, non? Pour avoir un meilleur monde, vivre dans une meilleure atmosphère, avoir des gens heureux, qui ne sont pas pauvres et tout. Et je crois que ce projet-là, d'avoir une monnaie unique en Afrique, serait capable d'augmenter la richesse et diminuer la pauvreté de l'Afrique. Sur ce, je crois que c'est tout. C'est un projet que je compte en reparler si c'est pas bientôt réalisé. Alors sur ce, Sandra, je vous laisse et à la prochaine. Un grand merci, M. Bilal Saboun, pour votre participation à l'émission. Donc, pour ceux à la maison qui aiment son idée, nous vous invitons à voter à la fin de l'émission en composant tout simplement le 1-888-5888-0888 poste 1, 1-888-5888-0888 poste 1. Ce sera donc à la fin de l'émission. Nous allons maintenant prendre une petite pause et on se revoit au retour de la pause. Nous allons tenter notre chance de trouver des consommateurs satisfaits à ce vin, Christophe Dalbré. Par coïncidence, nous avons trouvé un consommateur du délectable vin, Christophe Dalbré. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vois que vous consommez du Christophe Dalbré. Bien oui. Alors, décrivez-moi un peu plus votre aventure avec ce vin délectable. Eh bien, monsieur, vous savez, faut expliquer de l'enfance. Hein? Vous voyez, mon enfance était un ténébreux orage. Depuis que j'ai connu ce vin, du vin, et même, je dirais, le nectar de Dionysos même, ma vie s'est transmutée dans un festin de continuité sans fin. Et dans ce festin mystique, j'ai trouvé sens à ma vie, vous voyez, Christophe Dalbré. Alors, j'espère que ce client satisfait vous a convaincu de ce vin délectable, car le vin, c'est divin. Maintenant disponible dans toutes les succursales de l'Europe, de l'Est en Ouest. De retour à l'école de la vie. Rebonjour
Bonjour mesdames et messieurs, donc nous allons maintenant passer à notre prochaine matière qui est la philosophie. Le chroniqueur de cette semaine nous offre d'entrer dans l'absurde de la philosophie avec un écrivain, dramaturge et philosophe français nommé Albert Camus. Donc Albert Camus qui avait jadis déclaré « Il n'y a pas d'amour de vie sans désespoir de vivre ». Aujourd'hui, il nous propose un tout nouveau concept qui s'appelle l'absurdité. Nous allons sans tarder passer à Monsieur Jonathan Sage. Donc, bonjour, Monsieur Sage. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, du coup, c'est quoi exactement l'absurde? Est-ce qu'on parle ici d'art, de façon de penser, de philosophie? C'est quoi dont il est question ici? Oui, mais merci Sandra. Bien, commençons avec la définition, oui. L'absurde, la définition nous donne la définition étant que ce qui est contraire à la raison. La raison, elle, c'est une faculté propre à l'homme, n'oublions pas, qui consiste à justifier des actes, des arguments, des décisions prises. Bref, la raison, c'est de donner un sens. Alors l'absurde, qui est contraire à la raison, veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de sens. Alors tu me dis que le monde est absurde? Le monde n'est pas absurde. Alors l'homme est absurde? L'homme n'est pas absurde non plus. Vous voyez, l'absurdité n'est pas une qualité inhérente du monde extérieur, ni de l'homme. L'absurdité, plutôt, est un sentiment. L'homme étant homme, malheureusement, cherche un sens sans cesse. Il est, en effet, pestrifié par la faculté de la raison, toujours et partout, on ne peut s'échapper. C'est donc aucune surprise qu'il brûle pour un sens à sa propre existence, non? Et puis, Camus nous définit, lui, l'absurde instant, ce qui naît de sa confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Ce monde qui est différent par rapport à son existence. Et puis, à partir du moment où elle est reconnue, cette notion de l'absurde, l'absurdité devient une passion. La passion, donc, la plus déchirante de tout. Naturellement, cette réalisation nous fracasse l'ego, et pour certains, les diminue. En effet, ces individus répondront d'une certaine façon morbide, qu'elles sont incapables d'accepter le non-sens de leur existence. Car, comme il dit, l'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'il est, qui est un produit accidentel du cosmos. Selon Camus, ces individus incapables de révolte ont seulement deux options devant eux. Le premier, qui est le plus évident, est le suicide physique, qui consiste de vraiment juste prendre ta mise en vain, de la mettre fin. Vous êtes incapable de continuer une vie sans de sens. Pas tout le monde, pour ces gens. Le second chemin, c'est le suicide philosophique. Il consiste de se réfugier dans la caverne de Platon et de ne pas accepter le non-sens de son existence et d'accrocher aux ombres en les croyant étant la réalité. Pour donner un exemple de ce que ceci serait, ça serait la religion. C'est un exemple parfait. Car elle consiste tout simplement à se remplir de folie fictive. Intéressant. Donc, vous mentionnez plutôt que ceux que Albert Camus condamne sont des individus incapables de révolte. Mais de quelle sorte de révolte est-il question ici? Est-ce qu'on parle d'une révolte politique, sociale, économique? Oui, la révolte. Camus nous invite plutôt, à place de poursuivre ses conséquences morbides, le chemin de la révolte. Il faut distinguer que la révolte que Camus parle, ce n'est pas une révolte économique, politique ou sociale. Tout simplement, c'est une révolte individuelle, métaphysique, vous voyez. Elle n'a pas de plan objectif ou de but final. Plutôt, c'est de dire oui à la vie et non aux conséquences morbides, non au désespoir final, bref. Qu'est-ce qu'un homme révolté, Camus nous demande? Et il le répond lui-même en disant « C'est un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement, qui dit oui à la vie et non au désespoir. Toute action faite, nous devrons le faire avec pleinement de passion qui nous déborde. Tout ce que nous sentons, nous l'accueillons, incluant le mal de vivre et les vents du monde qui nous rongent le cœur. Douloureux comme peut-être ils sont, ils consistent tout de même de la réalité de notre vie. Effectivement, le mal de vivre, les peines de cœur, les trahisons, les tragédies trouveront place dans notre cœur tôt ou tard. Mais de même, aussi la joie, l'extasie, la folie, l'amour. Sur la même pensée, se révolter jusqu'à la mort consiste
de mourir sur les pieds. Fier de savoir qu'on a vécu une vie pleine de passion. Dans un certain sens, un petit doigt va la solliciter. La révolte métaphysique est le mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière. Camus extrapole son idée de révolte vers une sorte de solidarité. Aristote nous dit que l'homme est une créature sociale et il a besoin de corrections sociales pour vivre une vie pleine. Cette évidence tire l'individu de sa solitude et les deux lieux communs qui font sur tous les hommes de première valeur. Je me révolte dont nous sommes, dit Camus. Voilà ce qu'est la révolte. C'est tout un concept que vous avez là, mais si vous deviez résumer ça brièvement pour les gens à la maison, qu'est-ce que l'absurde, vous diriez quoi? Oui, en quelques mots, faut vraiment résumer Camus dans ses points importants. Je dirais que Camus nous fait reconnaître la faculté à l'homme qui consiste que nous cherchons toujours un sens, mais qu'hélas, il n'y en a pas de sens à notre existence face au monde. Néanmoins, Camus nous déconseille de nous laisser emporter par le désespoir et condamne ses philosophiques et physiques à la place. Donc plutôt de nous transmettre la passion de vivre, en fait que nous la vivons tellement, cette belle vie. Je dis, regarde, il est beau ce monde, hein? Même ça avec tous les outrages qu'on a aujourd'hui, toutes les histoires de guerre qu'on a aujourd'hui en Syrie, partout qu'on vit, on devrait quand même la vivre tellement, qu'on ne devrait pas se laisser emporter par le non-sens et la félicité du monde. Et puis, on propose de réaliser notre humanité, notre fraternité, notre solidarité. Chose de rêve que bien des gens l'ont rêvé, mais qui n'a pas vraiment été réalisé parce que trop de gens, je crois, ont été apportés par le désespoir. J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier, et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. Merci beaucoup, M. Sage. Donc, le projet de M. Sage serait d'ouvrir un musée de l'absurde ici au Québec. Et si vous voulez appuyer son projet, n'oubliez pas de voter à la toute fin de l'émission au 1-888-5888-0888-2, 1-888-5888-0888-2 à la toute fin de l'émission. Donc, on vous rappelle brièvement, dans le cadre du cours d'économie aujourd'hui, nous avons parlé de l'euro. Et dans celui de la philosophie, nous avons parlé du concept de l'action. On vous invite donc à être des nôtres la semaine prochaine alors que nous révélerons le gagnant de cette semaine et que nous aurons une toute petite séance d'art-thérapie. On vous souhaite donc une bonne journée et à la semaine prochaine.